Bonjour et bienvenue sur La Familia, un podcast pour s'éveiller et vivre ensemble une féminité décomplexée et libérée. Et ça, dans toutes les étapes de notre vie. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de déposer un avis, de le partager et de nous suivre. Pour ce nouvel épisode, j'ai la chance de recevoir sur ce podcast Jarry. Jarry est un humoriste, un comédien et un papa épanoui. Son témoignage m'a bouleversée et j'avais très envie de le partager avec vous. C'est parti, rentrons dans l'intimité de Jarry et de la GPA. Parce que toi, tu as fait une PMA avec ton mari, c'est ça? Ouais, en fait, nous, on a commencé à essayer d'avoir un bébé en 2017. Et D'accord. bon, ça marchait pas. Et moi, j'avais été opérée d'endométriose 3 fois. Ah oui. Des ovaires quand j'avais 18 ans. J'avais un gros kyste, en fait, qui avait failli rompre et couper mon ovaire, en fait. J'avais une torsion ovarienne. Ensuite, bon là, à ce moment-là, le médecin m'a dit, donc là, en fait, vous avez de l'endométriose, ça va être très dur pour vous pour avoir un bébé, il faudra venir nous voir le moment venu. Donc j'avais 18 ans, j'avais jamais eu de copain, c'était un peu, voilà, c'était un peu dur à recevoir. Et puis j'ai rencontré mon mari un an après, donc on a vécu toute notre post-adolescence ensemble, sachant qu'on allait avoir des difficultés. Et en fait, un an après la tentative d'essai bébé, on est allé voir un spécialiste à Paris. Et en fait, on est arrivé dans son bureau et nous a dit bon, ok, je commence par qui? Alors qu'on s'attendait à ce que tous les problèmes viennent de moi. En fait, non, mon mari lui aussi avait une infertilité assez forte. Donc on est parti en PMA tout de suite, en FIV, en ICSI. C'est-à-dire qu'ils vont sélectionner l'ovocyte, le spermatozoïde, et ils font déjà la conception, enfin voilà, ils font Ouais. l'embryon et après ils attendent que ça soit un J5, voire J6 pour faire un transfert. Donc nous, première opération, première ponction, j'ai eu un seul ovocyte qui s'est transformé Wow. en embryon. Et cet embryon, c'est ma petite fille Rose. Tu sens dans le caractère que qu'elle s'est battue, tu vois, pour arriver juste là. Et après, on a réenchaîné. Donc elle est née en février 2020. On a réenchaîné une deuxième ponction en janvier 2021. On a fait un transfert tout de suite. On avait 3 embryons là cette fois-ci. On a fait un transfert tout de suite. J'ai eu une grossesse qui s'est arrêtée fin mai. Ça a été catastrophe. Enfin, ça a été hyper dur. Donc c'est une grossesse pas tardive mais limite. Enfin, tu vois, fausse couche tardive, voilà. Donc très limite. J'ai enchaîné sur infection de l'utérus. Enfin bref, ça a été très compliqué à gérer. Et ensuite, on a refait un transfert en septembre 2021 du dernier embryon qui nous restait, qui était appelé Calimero, parce que c'était un J6, mais ça nous a dit il n'y a pas trop de chances qu'il s'accroche, etc. L'embryon de meilleure qualité, lui, n'a pas tenu la décongélation. Et donc c'est Anna qui est née en juin. Grossesse parfaite jusqu'à 5 mois à peu près, où là j'ai commencé à attraper la pneumonie, où j'ai commencé à avoir un col qui s'est ouvert, enfin bref, ça a été la totale. Et puis en juin, on a eu le déménagement. J'ai lancé une levée de fonds participative avec Elia, histoire de rajouter un peu de piment. J'ai accouché une semaine après. Et puis on a déménagé en août. Et puis là, tout va bien et c'est cool. Et on reprend un petit peu le business as usual, on va dire. Modulo, l'inflation, la crise, la consommation, le monde qui va exploser. Mais sinon, tout va bien. Et, euh, et voilà. Ton mari, il l'a pris comment quand on lui a annoncé qu'il avait un problème de fertilité? Franchement, plutôt bien. Il s'en doutait pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. Nous, ça faisait 10 ans qu'on était ensemble, tu vois. Le problème sur l'endométriose, il s'est toujours posé sur moi. Et, euh, et il m'a toujours dit, ne t'inquiète pas, moi j'ai des super spermatozoïdes, on va combler ta problématique. Et en fait, quand tous les mois ça venait pas, moi je commençais à vraiment déprimer. J'étais devenue une testeuse compulsive. Je pense que j'ai acheté au moins pour 500 € de tests de grossesse. J'ai fait les tests de grossesse précoces, les tests de grossesse dès que j'avais un retard de règles, même de quelques heures. Enfin bref, c'était devenu obsessionnel. Et en fait, quand on lui a dit, vous aussi, monsieur, il s'est dit, ah bon, c'est possible. Mais ok, c'est pas grave, on est venu, on a pris rendez-vous avec ce spécialiste de la fertilité. En fait, on est là pour agir et donc, go, on y va. Donc, lui, s'est fait opérer. En fait, il a 2 problèmes. Il a des varicocèles, c'est-à-dire c'est des veines qui vont réchauffer les spermatozoïdes et donc ils vont les tuer. Et donc, il s'est fait opérer, mais c'est marrant parce qu'il s'est fait opérer après que je sois tombée enceinte. Parce qu'on était plutôt dans une démarche de sauvegarde d'ovocytes de mon côté. Bien sûr.
Non, non, mais j'identifie bien le process. Voilà. Et en fait, même après ça, les spermatozoïdes, la qualité en fait ne s'est pas améliorée. Donc après, il a pris des vitamines. Je sais pas comment ça se passe en GPA de ton côté, mais en tout cas en PMA pour le couple, tu as vraiment une prise en charge des deux. Donc moi, pour ma part, j'étais sur DHA. Donc c'était des vitamines, des hormones vraiment pour booster la fertilité, pour Sûr. collecter des ovocytes en quantité et de meilleure qualité. Et après, mon mari était lui aussi sous vitamines et ensuite opération planifiée. Ok. Tu veux que je te raconte la GPA donc? Ouais, grave. Alors, avant de commencer la GPA, je voudrais juste te dire que moi, d'abord, pendant des années, j'ai voulu adopter. Ouais, La GPA, ça a été une conséquence de l'adoption, en fait. d'accord. Parce que la GPA, c'était pas quelque chose que je maîtrisais. Et j'en avais une image plutôt négative. Ah oui, Je trouve, de ce que j'avais entendu, la GPA, c'était des femmes, voilà, qui étaient un peu enfermées dans des pièces et on les obligeait à porter les enfants des autres. ah Donc oui. moi, j'avais un peu cette vision-là et je m'étais pas posé plus la question à l'époque. Donc d'abord, pendant quelques années, j'ai voulu adopter avec mon compagnon. Et là, je me suis rendu compte que déjà pour un couple hétérosexuel, c'était extrêmement compliqué, que l'attente était entre, allez, je vais être positif 4 ans au mieux, ça n'arrive jamais, jusqu'à 10 ans. Alors pour les couples homosexuels, c'est carrément le parcours du combattant. D'abord parce que les conseils de famille sont tenus en majorité par des associations qui sont souvent quand même assez, comment dire, pour ne vexer personne, qui sont un peu vieillottes, qui voient le monde encore de manière assez préhistorique pour certaines, pas tous, hein. Mais en gros, on m'a fait comprendre que si j'obtenais un enfant, ce serait un enfant avec une particularité. Moi, j'ai tout de suite dit que je ne voulais pas être soignant, que je Mhm. voulais être papa et que c'était pas mon désir d'avoir un enfant avec une problématique médicale lourde ou un enfant où ses jours sont comptés, etc. Donc ça, c'était très clair. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup d'admiration pour les couples qui, parce qu'ils veulent absolument un enfant, prennent cette option-là. J'ai rencontré une assistante sociale qui était venue évaluer mon appartement. À l'époque, j'habitais dans le 9e arrondissement de Paris. J'avais un appartement de 110 mètres carrés avec 3 chambres. Et elle m'avait fait la remarque en me disant on voit que vous n'avez pas d'enfant, c'est un peu petit. Ah oui, Sachant que à moi, Paris, 9e. Voilà. sachant que moi j'ai vécu dans un 60 mètres carrés à 6 Bah oui. jusqu'à mes 18 ans. Et je m'en sors plutôt pas mal. Donc, quand j'ai compris qu'en fait, il y avait une forme d'homophobie, qu'il y avait une forme de vraiment, c'est parce qu'ils ne l'assument pas, évidemment. Ce n'est jamais écrit, ce n'est jamais. Enfin voilà, c'est très compliqué de le prouver, mais ça existe. Et donc, les phrases, vous savez, déjà pour les couples hétérosexuels, c'est très long. Ouais. Et donc, je me suis tourné vers la GPA. Je me suis tourné vers la GPA parce que j'ai rencontré un couple d'amis à Paris qui ont fait une GPA et qui nous ont invités à dîner. Et moi, je me souviens très bien de dire à mon ami ce soir-là, de lui dire, ah, écoute, ça va être chaud parce que moi, je trouve quand même que Ah oui. vis-à-vis des mères porteuses, c'est limite. Sauf que je dis cette phrase sans connaître comment les choses se passent. Donc là, je vais rentrer dans la GPA pure et dure. Donc, c'est assez simple, hein. Souvent, on contacte un organisme à l'étranger qui a l'agrément du pays pour mettre en place une GPA. C'est très important parce qu'il peut y avoir des organismes qui ne sont pas agréés et donc du coup pas légal. Nous, on a décidé de le faire aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un des pays qui encadre le plus la GPA au monde. Qu'est-ce que je parle par encadrer? C'est-à-dire, il vous faut un avocat sur place pour rencontrer un juge qui met en place une enquête sociale sur vous. Ah oui. Une enquête sociale qui va durer entre 6 mois et 9 mois. Du coup, tu restes sur place pendant toute cette période? Il y a les deux. D'abord, tu fais la demande. Donc, tu rencontres quelqu'un de l'organisme qui va t'expliquer les différents niveaux, c'est-à-dire d'abord la création du dossier, ensuite l'enquête sociale qui est menée, ensuite l'enquête de santé qui va être faite. Donc là, il faut se déplacer sur place. Là, t'es vraiment un cobaye à l'hôpital, quoi. On te fait des tests de partout. Et les États-Unis, en termes de tests comme ça médicaux, sont beaucoup plus poussés qu'en France. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ont quand même trouvé une maladie génétique à mon compagnon qu'on n'avait jamais vue en Ah France. oui. Donc, c'est vraiment des tests poussés. Ça va durer 3-4 jours. On est à l'hôpital et on fait tous ces tests. Ensuite, il y a la rencontre avec une mère porteuse et ensuite avec la donneuse. Ah oui, parce que ah oui, d'accord, la mère porteuse est différente de la donneuse.
Oui, c'est interdit en fait. Tu ne peux pas donner tes ovocytes et porter l'enfant. Ah, Ce sont deux étapes différentes. Donc, dans un premier temps, on monte ce dossier. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez? On fait l'enquêteur vient en France, parle à votre famille, aux gens avec qui vous travaillez pour savoir s'il y a un problème d'alcool, de drogue, etc., etc. Il remonte sur deux, trois générations. Moi, je sais que mon grand-père qui avait eu des soucis d'alcool, j'ai failli ne pas l'avoir à cause de ça. ah oui. Donc, il remonte vraiment très loin. Donc, il avait fallu que je m'exprime. Et donc, ils ont fait des tests poussés sur ma consommation d'alcool. Ah oui, ça va. Ah, franchement, ça va très loin, hein. Je pensais pas, tu Non, vois. si, ça va très, très loin. Et tout ça se fait en anglais. Vous avez, tu rencontres par visio un psychologue, une pédopsychiatre, et tous ces gens-là te posent des questions du genre si votre enfant ne vous aime pas, quelle sera votre réaction? Euh, Quel est votre rapport à l'autorité? Ah, Que pensez-vous de la punition? La punition pour vous est garante de quoi? C'est quoi une grosse punition pour vous? Si votre enfant naît avec une malformation, euh, enfin vraiment des questions qu'aucun couple hétéro ne se pose ou auxquelles doit répondre. Et moi ça m'avait choqué parce que je me souviens que l'avocate nous dit à un moment donné si pendant le processus vous et votre mari vous avez un accident et que vous mourrez tous les deux, à qui confiez-vous l'enfant? Et en fait, il fallait répondre à des questions comme ça. Si demain vous vous séparez, qui veut prendre la garde, etc., etc. c'est dingue, Donc hein? ça, ouais, ça a été super dur. Franchement, ça a été super dur. Et en même temps, je pense que c'est un peu fait pour décourager les gens Ouais. qui voudraient faire ça sous forme de caprice. Moi, j'avais trouvé ça profondément injuste parce que je trouvais que c'était encore nous mettre dans une case et encore nous isoler dans ce processus. Donc, une fois que les choses là sont acceptées, vous rencontrez l'agence qui va vous proposer des profils. Hmm. Donc, donneuses de vos sites. Donc, ils vous en proposent 3 ou 4 en fonction de votre couleur naturelle de cheveux, des yeux, etc. Ils vont pas vous donner un ovocyte d'une femme qui est blonde aux yeux bleus si les deux on est brun aux yeux marrons, quoi. Ils essaient quand même Oui, de. il te mixe, mais du coup, est-ce que tu vois l'identité de la dame ou tu as juste une feuille avec écrit blonde, brune? En fait, l'enquête sociale qui est menée sur nous représente un dossier à peu près d'une quarantaine de pages sur chacun du couple. On a la même chose sur la donneuse Ah oui, bah d'ovocytes. oui. C'est-à-dire qu'elle fait les mêmes tests que nous, on connaît son histoire, on connaît ce qu'ont fait ses parents, ses grands-parents comme études, comment elle a grandi, les diplômes qu'elle a obtenus, ses desserts préférés, c'est extrêmement développé. Oui, mais tu vois, tu disais tout à l'heure que ça t'isolait un petit peu, mais en fait, c'est des deux côtés. En fait, c'est des deux Ouais. côtés. Donc ça te... Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs ce qui est très Bah rassurant, oui. que les donneuses d'ovocytes et les mères porteuses doivent répondre à mais vraiment, à de multiples questions, et c'est plutôt rassurant parce qu'on sait que de leur côté aussi, c'est motivé. Mhm. Ouais. Donc après, une fois que vous avez étudié les 4 profils, euh, vous faites un choix. C'est-à-dire, avec mon compagnon, on a choisi 2 donneuses, et c'est elles qui ont le final cut. C'est elles qui décident si oui ou non elles y vont. Donc nous, simplement, on émet un souhait, on dit, bah nous, cette personne-là, sur le don d'ovocytes, nous semble très bien. Ça va être quoi? Ça va être si elle fait des sports en commun avec nous, c'est très con, mais on cherche des choses quand même Ah oui. qui nous unissent. Si elle est croyante, alors aux États-Unis, ils le sont tous, c'est extrêmement croyant. Il y a des donneuses d'ovocytes qui vont demander, par exemple, que l'enfant soit élevé dans la religion catholique, ou etc. Donc il y a quand même des critères qui sont importants, que qu'on soit pas fumeur, qu'on ne boive pas d'alcool, qu'on pratique au moins 2 activités par semaine. Donc voilà. Une fois qu'on a émis le souhait, une fois que la donneuse d'ovocytes a répondu favorablement, vous passez à la troisième étape qui est choisir une mère porteuse. Mhm. Alors là, les mères porteuses, c'est le même principe, sauf qu'on les rencontre. Ah oui. Donc là, vous avez des femmes. Alors aux États-Unis, il faut qu'elles soient mariées, qu'elles aient un Ah emploi oui. et qu'elles aient minimum 2 enfants. Ah oui, il faut qu'elle soit mariée aussi, donc les mères divorcées, par exemple, c'est pas possible. Oui, ça Possible. limite le risque, en fait. En fait, dans notre agence, celle qu'on a choisie, c'était celle qui était accréditée par l'État. Tu rencontres le mari, les enfants. Il faut que ce soit une femme qui ait déjà eu 2 enfants. Et ça, c'est important parce que si jamais ça se passe mal et que derrière, elle peut
plus avoir Eh d'enfants, oui. il faut qu'elle ait ses propres enfants. Elles le font. Moi, je me souviens que notre mère porteuse le faisait parce qu'elle était extrêmement croyante Mmh. et qu'elle disait que elle avait perdu un enfant très jeune d'une fausse couche, Ouais. que elle avait promis à Dieu qu'elle ferait des enfants et même des enfants pour ceux qui ne peuvent pas en avoir, Ah oui. que c'était sa manière. Voilà, donc elle nous a dit, moi, je veux que vos enfants aient un apport chrétien, etc. Donc voilà, nous, ça ne posait pas de problème. Et donc, on rencontre deux mères porteuses et pareil, elles font leur choix. Donc, elles nous posent plein de questions. Comment vous voulez l'élever? Pourquoi? Enfin, voilà. Et puis, on passe du temps avec elles. C'est-à-dire que on passe, dans un premier temps, on passe 2, 3 jours avec elles et après, on dit à l'agence si oui ou non. Une fois que la mère porteuse a dit oui, commence le long parcours pour elle, eh bien, des shoots d'hormones pour qu'elle puisse donner à la donneuse d'ovocytes des ovocytes qui tiennent. Et nous, on fait un don de sperme. Et moi, je me souviens du don de sperme parce que je crois que c'était vraiment la journée la plus glauque qu'on ait vécue. Mon mari m'a dit pareil sur le don de sperme de son côté. Et d'ailleurs, aux États-Unis, tu arrives dans une clinique, tu es dans une pièce, tu as un petit flacon, il y a un écran de télé qui te passe un film porno hétérosexuel. Et là, il faut que tu donnes ton sperme. Et là, tu es quand même tout seul et tu sais que quand tu vas sortir de cette pièce, tu auras ce petit flacon devant tout le monde en disant voilà, j'ai fini. C'est ça. C'est un peu ce que m'a raconté mon mari, tu vois, en mode, ok. En plus, ils t'appellent, ils te disent, monsieur, voilà, c'est votre tour. Et là, il y a plein de mecs autour qui doivent faire la même chose que toi. Et tu dis, ok, j'arrive. Donc ça, c'est très bizarre. Et après, on attend l'analyse pour savoir s'il y a des spermatozoïdes qui sont suffisamment vigoureux. Après, les dons d'ovocytes, elles, se sont très bien passées parce qu'elle avait 19 ovocytes, je crois. Donc, 19. Ah oui, c'est énorme. on prend les meilleurs spermatozoïdes, les meilleurs ovocytes, et on va Et alors, du faire coup, tu ne sais pas qui a donné, si c'est toi ou ton compagnon? les deux. C'est les deux? C'est les deux puisqu'on a eu des jumeaux, on a chacun fécondé un Ah, ovocyte. mais c'est génial, là, je savais pas, tu vois, qu'on pouvait faire ça. Du coup, vous en avez mis deux. Et Voilà. t'es sûr Après, que... c'est une chance sur 3 que ça fonctionne. Ah, mais c'est clair, ouais, ouais. Et nous, ça a fonctionné du premier coup. C'est trop bien. Et on a su au bout d'une semaine de l'implantation que ce seraient des jumeaux, Trop bien. puisque les deux avaient pris. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils peuvent savoir si tu es enceinte et combien tu as d'enfants 4 jours après la mise en place. 4 jours? Ouais, Oh là là, ben en France, t'attends 11 jours. ouais. Mais en France, de toute façon, en termes de modernité, ils sont très loin, puisque nous, je crois qu'ils attendent 7 ou 8 jours pour mettre l'embryon, le placer dans dans la mère porteuse. Et que il voit aussi dès l'étape de l'embryon s'il y a des maladies génétiques, Oui. s'il y a une malformation, etc. En France, tu vois la qualité de ton embryon. Il est classé A, B ou C. Et en fonction du classement, ils vont garder ou évincer l'embryon. Tu vois, par exemple, Anna, ma dernière fille, en fait, c'était un blastocyte de catégorie AC, AB, pardon, je dis n'importe quoi, AB. Et quand ils l'ont décongelé, ils ont craqué la coque de l'embryon pour qu'elle s'accroche mieux. Et en fait, elle s'est expansée, en fait, et c'est devenu un AA. Mais D'accord, si ça avait été un C, voire un C enfin je ne sais pas exactement la suite des notes, ils l'auraient évincé, d'accord. tu vois. Mais ça s'arrête là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'études génétiques plus poussées comme on peut l'avoir en Turquie, en Espagne ou peut-être aux Aux États-Unis, tu vois. États-Unis, aux Mm. États-Unis aussi. Donc voilà, et 9 mois après, on était papa de jumeaux. C'est génial. Et, Ouais, c'est super. et alors du coup, tu arrives à identifier, On n'a pas voulu savoir parce que ça ne nous intéresse pas. ouais, Puisque de toute façon, ce sont nos enfants. C'est drôle parce que même aujourd'hui, les gens nous disent, mais alors qui a quoi? Et en fait, ça ne nous intéresse pas. Et même la question, elle est assez déplacée, en fait. ouais, Je pense pas que ça change quoi que ce soit, puisque la démarche, euh, elle est, euh, elle était d'être papa et on voulait l'être ensemble. Ça aurait pu être que le sperme de mon compagnon, ça aurait quand même ouais. été mes enfants et inversement. Donc, et aujourd'hui, je les aime d'amour. Enfin voilà, je fais pas de différence. C'est trop bien. Et du coup, la mère porteuse, comment ça s'est passé, comment ça se passe aujourd'hui avec elle? Est-ce que vous avez des relations? Pas du tout. Nous, on a des contacts avec tout le monde. Mhm. On a fait ce qu'on appelle un circuit ouvert, c'est-à-dire qu'on reste en contact avec la mère porteuse et la donneuse. Et voilà, on l'appelle les enfants.
pour le moment, pour des questions de langue, ne peuvent pas encore converser totalement, mais ils savent comment s'appelle leur maman, comment s'appelle la dame qui les a portés. Donc non, il y a une traçabilité, mais depuis qu'ils sont tout petits, qu'ils ont commencé à poser des questions, on a vraiment fait le choix de leur raconter leur histoire et la vraie histoire. Et là, aujourd'hui, ils sont dans une école où il y a d'autres enfants nés de GPA et de PMA. Et moi, je crois que c'est ça aujourd'hui les familles. Ah bah, c'est clair, c'est clair. Tu sais, nous, quand on a fait notre PMA, d'un point de vue familial, alors nous, on l'a caché. En fait, on n'en a pas parlé parce que c'est déjà, je trouve, très, 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 très compliqué à vivre à deux. Et donc, on a créé Oui, notre petit cocon. Et quand, en fait, je suis tombée enceinte, on a attendu assez longtemps pour le dire. On a attendu 4 mois parce qu'on avait peur de la fausse couche, etc. Euh, et en fait, on a eu des remarques du style, mais ça va être très compliqué pour leur dire à vos enfants, etc. En fait, pas du tout. Tu vois, quand tu dis tout à l'heure, je trouve ça un peu déplacé euh, de dire bah, à qui appartient tel enfant, parce que c'est vos enfants. Ben, nous, c'est un peu pareil quand on nous dit bah, comment vous les avez conçus. J'ai quand même quelqu'un qui m'a dit vous avez acheté vos enfants. oui, mais en fait, les gens, ils ont besoin. Moi, je comprends les gens qui donnent cet argument puisque c'est un argument qui semble imparable. Ouais, C'est-à-dire qu'on dit vous avez acheté, donc vous êtes tout puissant, vous avez l'argent. Sauf que cet argument-là, il est surtout garant d'une méconnaissance totale ah, c'est clair. du système et de comment se passent les choses. Et c'est pour ça que j'ai souhaité le premier de l'an que les gens se documentent et se renseignent et arrêtent d'être dans la bêtise de ne pas savoir. Il y a des choses qui sont scientifiques, qui sont concrètes, qui nous expliquent comment se passent les choses. Et après, il y a l'émotionnel et le sentimental. Et l'émotionnel et le sentimental, il faut écouter ces femmes qui donnent leurs ovocytes C'est clair. et ces femmes qui portent. Parce qu'elles le font pas pour l'argent, parce qu'elles sont payées quasiment rien du tout. Vraiment, pour le coup, c'est même honteux. Elles devraient être davantage payées. Ce qui coûte cher aujourd'hui en GPA, ce sont les frais médicaux. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, pour donner un exemple aux gens, une prise de sang, c'est environ $1 200, donc 1 200 €. Donc voilà, imaginez une journée d'hospitalisation, tous les soins qu'il faut, ça coûte beaucoup d'argent. Mais oui, moi j'ai eu plein de fois, vous vous êtes fait plaisir, vous avez payé une esclave pour porter votre enfant. Oui, mais allez-y avec tous les mots les plus ignobles, mais balayez devant votre porte déjà. Mm. Et moi, c'est pour ça que je défends l'adoption, parce que je pense que si aujourd'hui le dossier de l'adoption dans ce pays était réformé, Ouais. qu'on laissait l'accès aux couples dits non formés, non hétérosexuels, ce serait beaucoup plus simple. Aujourd'hui, il y a 23 000 demandes par an d'adoption. Ils sont 16 000 pupilles de la nation. C'est-à-dire qu'en 2 ans, on pourrait faire en sorte que tous les enfants aient un foyer. Mm, mm. Il y a environ 450 à 700 adoptions par an, ce qui est une honte, ce qui est tout simplement une honte. Je suis complètement d'accord avec toi. Et déjà que c'est difficile pour un couple hétérosexuel, tu vois, d'adopter, parce que nous, on s'est posé la question. Hein. Quand on est sorti de ce fameux rendez-vous, on s'est dit, bon, quoi qu'il arrive, on aura un enfant, parce que la volonté, c'est d'être parent. Le chemin, finalement, pour être parent, ben, il est propre à chacun. Et nous, c'est passé par la PMA, toi, c'est passé par la GPA, et puis, il y a des couples qui ont aucun problème, et tant mieux pour eux. Mais c'est vrai que le regard des autres sur la PMA, la GPA, en tout cas, est assez fort. Je suis assez contente de faire ce podcast avec toi parce que j'ai un couple d'amis homosexuels qui est un peu dans cette même démarche. Ils se posent la question justement de la GPA parce que ça fait 2 ans qu'ils sont en process d'adoption et en fait ça ne mène à rien. Et on leur propose une seule option aujourd'hui, c'est d'aller en Colombie adopter en fait. Ouais, alors moi, je voudrais juste dire quand même aux détracteurs qui vont écouter ce podcast, hein, c'est que l'adoption, ça n'est pas gratuit. Ah, aussi, ouais, c'est clair. L'adoption, ça coûte beaucoup d'argent. C'est-à-dire que l'adoption, on peut aller sur des tarifs à 50-60 000 euros parce qu'il va falloir payer les associations, parce que tout le monde sait que sur place, des fois, il faut payer des membres de la famille, etc., etc. Donc, puisque l'argument de l'argent intervient souvent, l'écart n'est pas si énorme que ça. Déjà, ça, c'est la première chose pour les gens qui sont omnibulés par cette question de l'argent, de dire, je pense qu'aucun couple qui fait une PMA, une GPA ou une adoption, aucun n'a plaisir à dépenser de l'argent pour simplement réparer quelque chose que la nature ne permet pas. C'est clair. Voilà, Et en fait, tu c'est t'attends pas, surtout pour parler d'argent, tu ne t'attends pas à dépenser autant d'argent. C'est-à-dire que quand tu es dans le flot de la PMA, on te demande de l'argent, tu le donnes en fait. Et puis si à la fin du mois, bah, tu peux pas faire tes courses parce que tu as dépensé pour faire ta PMA, bah, c'est pas grave. Tu mangeras des pâtes ou tu manges ce qu'il y a. Parce qu'en fait, tu es tellement dans
une envie viscérale de devenir parent, que finalement, en tout cas nous, c'est comme ça qu'on l'a vécu, Bien sûr. qu'on s'est dit que il fallait qu'on trouve le meilleur médecin pour nous, la meilleure clinique pour nous, qui nous apporte une prise en charge, tu vois, qui soit la plus adaptée à nous, nos besoins. Et donc, en fait, on n'a pas regardé. On n'a pas regardé et on a des amis qui font des crédits pour aller en PMA et je les comprends, tu vois, je les comprends et en fait, si on reste dans cette logique d'argent, tu vois, moi je me suis jamais vraiment posé la question. Euh, et c'est marrant parce que tu parles d'argent parce que moi on m'a jamais parlé de ça. Et aujourd'hui, à très chaud comme ça, je me dis que c'est le meilleur investissement de ma vie. Tu vois? Bah, en fait, je te parle d'argent parce que souvent les gens disent ouais, d'abord, il y a que les riches qui peuvent faire ça. C'est Mais en fait, faux quand en France, non. quelque chose t'habite, quelque chose est très important pour même ton psychique et ton psychologique. En fait, comme tu viens de très bien de le dire, on se pose pas la question. Ouais, En fait, moi, je sais que sur mes enfants, si derrière je dois pas partir pendant 10 ans, j'en ai rien à ouais, foutre. ouais, c'est pareil. De toute façon, mes vacances, mon soleil, mon bonheur, c'est mes enfants. Et c'est drôle parce que même aujourd'hui, les gens autour de nous nous disent tout le temps, ah là là, oh, qu'est-ce que vous êtes proche de vos enfants, etc. C'est-à-dire, ils sont capables de dire des phrases qu'ils ne devraient même pas dire, puisque à partir du moment où tu fais le choix d'avoir un enfant, c'est pour t'en occuper, pour lui Ouais. donner les meilleures armes de la vie. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de bon ou de mauvais moyen. Moi, je n'avais que celui-ci pour pouvoir entendre ce que tout le monde entend, peut-être de manière très naturelle, le mot papa, quoi. Ouais, c'est Et clair. moi, je ne voulais pas m'asseoir sur ça. Mais t'as bien fait, je pense. Ah oui, non, non, mais complètement. Donc voilà, en gros, le parcours de la GPA. Et moi, ce que j'ai découvert, surtout au travers de la GPA, ce sont des femmes, en tout cas aux États-Unis, parce qu'après, je suis pas pour la GPA dans tous les pays, hein, je vais pas mentir. Ouais. Je me pose quelques questions, pardon, sur la GPA en Ukraine, sur la GPA dans certains pays, parce qu'elle est pas bien encadrée, je trouve, sur les droits, etc. En tout cas, aux États-Unis, elle est extrêmement encadrée. Ces femmes sont des femmes qui sont, comment dire, qui le font par amour, souvent la coupole de la religion. Et c'est ça qui est drôle d'ailleurs, c'est que de voir en France qu'on est attaqué par les gens qui sont croyants et qu'aux États-Unis, ce sont les croyants qui portent les enfants. Bon, bref, le monde ne tourne pas dans le même sens partout. En tout cas, j'aimerais bien qu'un jour en France, on leur donne la parole, qu'on entende ce qu'elles ont à dire et de pourquoi elles le font, et qu'on ne parle pas à leur place. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus violent pour le coup de parler à la place de quelqu'un. Ah, mais Et c'est clair. ça c'est de la maltraitance. Ah, je suis assez d'accord, je suis assez d'accord. Et c'est marrant ce que tu dis, on parle de sujets quand même de la famille, de besoins, enfin, qui prennent aux tripes finalement. Et tu vois, je ressens et j'arrive à le mettre en parallèle avec la fausse couche aussi. C'est comment est-ce que je vis la douleur, parce que ne pas arriver à être parent, c'est une douleur. Avoir l'appréhension de ne pas y arriver, c'est une douleur. Bien Faire une sûr, fausse couche, c'est une douleur. Et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve qu'on vit dans un monde où certes, il y a plein de choses qui sont aseptisées, mais il y a aussi beaucoup le regard des autres qui joue beaucoup sur ton quotidien et les mots que peuvent avoir les gens qui n'ont pas les mêmes problématiques que toi et qui n'arrivent pas à avoir un regard bienveillant peut-être, tu vois, sur la situation. Donc ton message, je pense il est hyper touchant et il est hyper frappant de se dire, ben, balayez un petit peu devant votre porte et essayez de vous mettre à la place des autres. mais est-ce que ces gens accepteraient, par exemple, qu'on détermine un nombre d'enfants pour ces couples hétérosexuels qui font des enfants comme on pratique des sports dans la semaine et qui les laissent complètement livrés à eux-mêmes, etc. On en connaît tous, on en a Ouais. tous autour de nous. Est-ce que ces mêmes personnes accepteraient qu'on dise, bah, à partir de maintenant, vous n'aurez que 2 enfants, parce que vous n'avez pas la capacité ni financière, ni intellectuelle, ni géographique, c'est-à-dire en termes d'espace de vie pour les enfants, d'en avoir plus? Ben non, en fait, les gens, ils feront jamais ça. C'est clair. Donc c'est pour ça que je leur dis de balayer devant leur porte, parce que le danger, il est peut-être pas là où on pense qu'il est. C'est clair. Ceci est dit. Mais on est assez en phase avec ça. Et merci pour ton message. Et donc, toi, t'as eu deux magnifiques enfants. J'ai aussi dans mon entourage, tu vois, un couple homosexuel. Donc, c'est deux mamans maintenant et qui ont pas fait de GPA, mais qui ont fait une PMA et qui, elles, donc, à l'époque, ont été accompagnées par un médecin qui les a aidées parce que bah, c'était pas possible de pouvoir faire une insémination pour un couple homosexuel. Et en fait, merci à tous ces médecins qui comprennent ce que vivent, ce qu'on Bien vit, sûr.
Tu vois, parce qu'il en faut, parce il y a les lois, et puis il y a aussi ce que font les médecins. Il y a ce qu'on nous a proposé, moi ce qu'on m'a proposé aussi pour la sauvegarde de mes ovocytes, parce que c'était interdit à l'époque de sauvegarder ces ovocytes. Moi, il se trouve qu'on l'a pas fait parce que j'en avais tellement peu que c'était pas possible. Mais en tout cas, on a eu des gens très humains en face de nous qui sont mis à notre place en étant très pro et en nous disant bah voilà, on va trouver des solutions, ne vous inquiétez pas. Et je trouve que ça c'est quand même très important, et quand on est dans ces démarches-là, il faut bien se faire entourer, Bien sûr. bien s'entourer de gens qui nous comprennent et qui nous jugent pas. Parce que non, il y a beaucoup quand même de pros qui jugent. De toute façon, l'ignorance fait que le jugement, il tombe facilement. Je voudrais juste dire quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que la GPA, en tout cas, ça représente à peu près 40% de familles homosexuelles. Ouais, mais ça m'étonne pas. Et sinon, la GPA, elle est pratiquée par 60% de familles hétérosexuelles. Parce que les gens aussi assimilent la GPA à l'homosexualité, alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas porter d'enfants, ou qui médicalement pour qui c'est extrêmement dangereux, donc font porter en donnant leur ovocyte à une mère porteuse. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui doit être entendu, parce que la méconnaissance de ces gens-là qui sortent avec leurs petites pancartes colorées fait qu'ils n'ont pas, encore une fois, les bonnes informations. Ils n'ont pas les bonnes informations et ils sont sûrement pas passés par les mêmes problématiques. Complètement. Tu De toute peux pas façon, faire ça, en fait. ils peuvent pas, ils peuvent pas. Tu peux pas sortir dans la rue avec ta pancarte sans avoir vécu quelque chose qui te prend aux tripes comme ça. C'est pas possible. Complètement. C'est pas possible. C'est pas possible. Enfin bon, bref, ce sujet est tellement vaste qu'on pourrait en parler quelques heures. Et du coup, j'ai cru comprendre, parce que je te suis aussi sur les réseaux sociaux, que tu as une petite fille. Euh, quel âge elle a aujourd'hui, ta fille? 7 ans. 7 ans. Et alors du coup, tu vas rentrer un peu dans le dur de la préadolescence là. Ouais. En fait, ce qui est assez drôle, c'est on est parti quelques jours en vacances et on a pris une nounou sur place. Et dans cet endroit où on était en vacances, il y avait une piscine. Et les enfants ont demandé à la nounou d'aller se baigner. Et la nounou leur a répondu qu'elle ne pouvait pas parce qu'elle avait des problèmes de fille. Et le soir, mon fils, à table, me dit, Papa, c'est quoi des problèmes de fille? C'est génial. Et moi, je dis quoi? Il me dit oui parce que la nounou, elle a dit qu'elle pouvait pas se baigner parce qu'elle avait des problèmes de fille. Donc là, je comprends de quoi il parle. Je me dis, c'est mon garçon qui me pose des questions. Il va falloir que j'explique aux deux les règles. Ah oui, c'est ça. Et alors, comment est-ce que tu vas faire? Ah ben je leur ai expliqué, mais j'ai rigolé surtout. Surtout j'ai rigolé parce que je ne m'attendais pas aussitôt à devoir expliquer les règles. Donc je leur ai dit que les filles, quand elles arrivaient à un certain âge, il y avait une petite partie en elles qui faisait que bah, elle avait les seins qui poussaient, que les poils commençaient à apparaître et qu'il y avait des petits saignements qui se faisaient une fois par mois. Donc là, ma fille a dit ah bon, Ça va m'arriver? je vais avoir des saignements. Donc là, je l'ai rassuré. Mais c'est surtout mon fils qui m'a fait rire, pour te dire, parce qu'il a une amoureuse à l'école. Et il m'a dit papa, il faut qu'on appelle mon amoureuse, je dois la prévenir. Et en fait, je me suis dit, ouh là là, je vais avoir des problèmes avec les parents, en fait. Comment expliquer? Donc, je dis à mon fils, je dis non, tu dois rien lui dire. Il dit si, si, parce que je l'aime trop, je veux pas qu'il lui arrive des choses. Donc là, je leur ai expliqué qu'en fait, les saignements étaient Naturel. naturels et normaux, que c'était un excédent et que le sang, etc. Et que pour ça, il y avait des choses pour se protéger, pour pas que ce soit sale, etc. Et mon fils m'a dit, ah, mais nous, on n'a pas ça. Je dis, ben non, nous, les garçons, on n'a pas ça. Mais il se passe d'autres choses pour nous, les garçons. Et il m'a dit, ah, c'est nul. C'est pas la même chose que ma sœur. C'est génial. Ma fille n'a pas été angoissée, elle m'a juste dit est-ce que ça fait mal? Alors je lui ai dit tu sais, il y a des filles à qui ça fait mal, mais aujourd'hui il existe des traitements pour réduire la douleur. Et je dis il y a des filles à qui ça fait pas du tout mal, tu sais, je dis t'aimes les pâtes, t'aimes pas les choux Bruxelles, ton frère les aime, tu vois, c'est que c'est pareil quoi. Chacun a ses propres règles, exactement. Mais ça l'a pas plus inquiété, c'est plus mon fils qui est hyper inquiet de ça. Encore maintenant, il t'a reposé la question? Non, non, en fait j'ai dû appeler les parents de son amoureuse Ah oui. pour les prévenir que mon fils ne pourrait pas ne pas en parler. Et les parents m'ont dit, vous inquiétez pas, on lui en a déjà parlé puisque sa mère lui a déjà expliqué les choses, etc. Et en fait, ça s'est fait très simplement. Mais mon fils, par exemple, demande à sa sœur une fois par semaine, est-ce que tu as eu du sang dans la culotte? Trop drôle. Et moi, j'ai beau lui dire que ce sera pas avant 10-11 ans, voilà, il est déjà à fond dessus, quoi.
C'est trop drôle. Mais en fait, ça vient bien plus tôt. Tu vois, moi, ma fille qui a 2 ans et demi. Alors après, moi, j'ai un business. Alors, je venais de la tech avant. J'ai basculé dans un business qui parle de règles absolument toute la journée. C'est-à-dire qu'on fait des culottes de règles quand même. Et ma fille qui a 2 ans et demi, en fait, euh, m'a posé la question en me disant, mais c'est quoi? Pourquoi tu fais des slips, maman? Qu'est-ce que c'est? Et en fait, donc j'en parle maintenant parce que la vidéo va sortir au moment où on aura sorti les produits. En fait, on sort des culottes d'apprentissage pour les enfants, donc d'apprentissage de la propreté, donc des culottes absorbantes, assorties aux culottes de la maman. Donc ma D'accord. fille a testé. Et en fait, elle dit, maman, moi aussi, je veux ma culotte de règles. Voilà, donc c'est assez drôle. Et donc, c'est vrai que, tu vois, moi, quand j'étais jeune, j'ai appris ce que étaient les règles le jour où j'ai eu mes règles. Waouh. Tu vois, et en fait, je suis pas la seule dans ce contexte-là. Et les choses tendent à changer et les parents en parlent plus ouvertement. Alors, je sais pas pourquoi. En tout cas, moi, ça fait partie des choses naturelles. Tu vois, en plus, j'ai 2 filles maintenant, donc c'est les règles, ça fait partie de la vie. Et je sais pas si dans ton entourage, justement, tu disais que t'en as parlé aux parents de l'amoureuse de ton fils. Mais est-ce que tu as d'autres amis qui en parlent pas, qui ont des tabous autour de ce sujet? Enfin, Ben, en fait, je crois que c'est en train de se démocratiser, tout ce truc. J'ai l'impression que les gens de notre âge, de notre génération, alors je suis un peu plus âgé que toi, mais moi j'ai 45 ans aujourd'hui, je sais que mes copines, elles l'ont appris toutes seules. ouais, c'est ça. Nous, les garçons, notre première éjaculation, on l'a apprise enfin, Ouais, seule ouais. aussi. On nous avait pas dit l'effet que ça fait, à quel moment ça arrive et tout. Il n'y avait pas eu d'informations là-dessus. Mais en fait, cette espèce de tabou sur la sexualité en général et de ce qui entoure la sexualité fait que tu découvres les choses et que c'est assez inquiétant parce que c'est toujours entouré d'émotions, de sensations bizarres qu'on connaît pas, alors que c'est le cycle de la vie. Moi, je sais que là-dessus, je me sens très libre d'en parler à mes enfants et de mettre des mots sur, ben voilà, de dire ça s'appelle un saignement, ça c'est une érection, ça c'est tu vois, parce que je pense que plus tu es informé dessus, et plus du coup tu le vis comme quelque chose de positif. C'est ça. Alors, il y a un parallèle que tu fais qui est pas tout à fait vrai. Je me permets de le faire parce que c'est aussi le pourquoi il y a des tabous autour de ce sujet-là. C'est que les règles sont souvent associées à la sexualité, à une étape Ah oui? de je deviens femme, donc ma fille peut avoir des rapports sexuels parce qu'elle peut avoir des enfants. Et en fait, c'est ce qui crée aussi ce tabou autour des règles, alors que les règles, pas du tout. C'est physiologique, c'est le corps, c'est les hormones qui changent, c'est la puberté qui arrive. Mais c'est pas parce qu'une fille va avoir ses règles qu'elle va forcément avoir des rapports sexuels. Non, mais je pensais qu'une fille, à partir du moment où elle était réglée, elle pouvait tomber enceinte. À Je, partir du je, je- moment où elle est réglée, elle peut tomber enceinte et elle peut tomber même enceinte avant s'il y a une ovulation. D'accord, Mais dans le collectif, euh, dans le vécu, les règles sont associées à la sexualité. Parce d'accord, que dans beaucoup de cultures, quand une fille a ses règles, elle est prête à être mariée. Et d'accord. c'était aussi la culture qu'on avait en France il y a quelques centaines d'années. Mais du coup, c'est vrai que dans le collectif, c'est un peu resté comme ça. Et c'est vrai que du coup, ça a créé ce tabou aussi autour des règles. Je ne peux pas en parler. Ou alors, en tout cas, des petites filles qui, comme peut-être moi aussi à mon adolescence, ne voulaient pas en parler parce que j'avais peur qu'on me juge en mode oh, elle va avoir des rapports sexuels, elle va avoir ci, elle va avoir là. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui doit, à mon sens, et en tout cas tel qu'on l'observe nous dans nos discussions avec notre communauté, qui doit être complètement séparé. Les règles et la sexualité, il faut vraiment faire un parallèle entre les deux, en se disant bah voilà, les règles c'est physiologique, de toute façon ça va arriver, et ensuite l'orientation et les choix sexuels de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte sont complètement décorrélés. Complètement, complètement. Et pourquoi tu as eu envie de faire un podcast là-dessus? Autour des règles. Oui, Alors, parce que déjà, j'ai recentré ma vie autour des règles. C'est quand j'ai voulu tomber enceinte et que j'y arrivais pas. Donc, j'ai arrêté la pilule. Moi, j'étais sous contraceptif pendant à peu près 10 ans. Donc, j'avais plus ouais, du tout mes règles. Et ça n'a pas empêché l'endométriose de continuer de se développer. Voilà. J'ai arrêté la pilule. Et là, j'ai eu des règles complètement anarchiques qui intervenaient n'importe quand dans le mois. C'est-à-dire que j'allais en rendez-vous client. Je me déplaçais une quinzaine de fois par semaine, tu vois. J'étais en charge du revenu de ma start-up. Et, et, et donc, j'allais voir les directions générales de grands groupes et je me retrouvais assise avec les règles, tu vois, qui arrivaient en plein milieu de la réunion. Donc, c'était complètement anarchique. Et je me suis dit, j'arrive pas à avoir d'enfant. Je fais des tests de grossesse de façon compulsive et j'ai mes règles
j'avais l'impression d'avoir mes règles H24. Et je me suis dit, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ne sais pas ce que c'est l'endométriose, je ne sais pas ce que c'est la PMA. Il faut que je change ça. Donc, il faut que je change mon confort au quotidien. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a créé les culottes menstruelles telles qu'on les fait aujourd'hui. On était les premiers en Europe à le faire avec mon associée Apolline. Donc, des culottes menstruelles en coton bio, certifiées Origine France Garantie, développées et co-développées avec des professionnels de la santé, des ingénieurs textiles. Ça n'existait pas encore en Europe. Et ensuite, comment est-ce que je peux accompagner nos clientes, nos prospects, enfin tous les visiteurs de notre site, à prendre en main leur santé. Et donc on a développé un produit et on a développé une plateforme santé dans laquelle on a des professionnels de santé qui expliquent des sujets autour des règles, de l'endométriose, de la PMA, des pertes blanches, enfin des premières règles aussi, enfin vraiment tout ce sujet-là, de la conception, de la grossesse, du postpartum et de la parentalité. Et donc, on a créé aussi ce podcast dans lequel je suis ravie de t'avoir aujourd'hui pour parler et pour parler de ces sujets-là et aussi avoir des témoignages pour pouvoir justement inspirer et rassurer les gens qui sont un peu dans la même situation. Donc aujourd'hui, on parle de GPA, on parle des règles, de comment est-ce qu'un papa peut aborder les règles avec sa fille, parce que c'est très important, parce qu'en fait, ce qui manque aujourd'hui à des parents, ce qui manque à des gens qui se posent des questions, c'est des exemples et c'est une information qui soit vérace. Parce qu'on va arriver sur des sites, je te donne un exemple très concret, tu vois, je tapais endométriose sur Internet, j'avais l'impression que j'avais un cancer et que j'allais mourir dans 10 ans, tu vois. Non, mais bien sûr. Mais c'est drôle que tu dises que la phrase que tu dis là, elle est intéressante, que les papas puissent parler des règles. Les C'est papas, drôle. les mamans, là on parle Non, du sujet papa-fille, mais c'est ouais, aussi mais les mamans, tu vois. ce qui m'a choqué en France quand je suis arrivé, que j'ai décidé d'aller voir un pédiatre pour mes enfants, tous les documents, sans exception chez les pédiatres, s'adressent à la maman. Complètement. Il n'y a aucun document qui s'adresse à nous les papas. Et du coup, moi, les 2 premières années, les gens nous disaient ça va pour changer les couches, ça va pour donner les biberons. On leur disait on a des jumeaux, en fait, on donne, on est à 28 couches par jour. Enfin, de quoi vous nous parlez? Et ça, tu vois, c'était limite vexant. C'est-à-dire que les gens pensaient que parce qu'on est des papas, on ne sait pas faire un biberon, on ne sait pas faire un RO, alors que nous, on avait regardé tous les sites. Même aux États-Unis, je me souviens, les infirmières, au bout du deuxième jour, elles nous avaient dit, mais en fait, vous pouvez venir bosser avec nous, quoi. On avait des techniques pour les envelopper, on en avait 3, 4 manières et tout, parce qu'on avait tellement peur de ça, tu vois, de se dire, bah, on est des papas et du coup, il va falloir qu'on prouve qu'on est meilleur que les autres, sinon, comme si la maman, elle était garante naturellement Alors, de ça et que le papa ne l'était pas. Et mais alors, ça m'énerve. alors, je te rassure, mais 100%, les mamans ont le même sentiment. Alors, pas le même sentiment que tout est fait pour le papa, mais en tout cas, c'est un peu la matrescence. Alors, je sais pas quel terme on peut avoir pour le papa, mais, ou la patrescence, enfin, j'en sais rien, tu vois. Ouais. Mais quand tu deviens maman, c'est un peu comme quand tu deviens papa, t'as beau te préparer, et en fait, t'es un peu perdu comme tout le monde, mais après, tu prends des automatismes, mais tu as un jugement, ou tu ressens un jugement de la part des autres qui est constant. Et tu vois, c'est vexant. Et Ah en ouais, ouais. fait, je pense que c'est pour tous les parents pareil, tu vois. C'est ah mais attends, elle m'a dit que mon bébé dormait pas bien parce que j'allaite toujours. Alors moi, tu vois, ça c'est des choses que j'ai H24. T'allaites toujours ton enfant? Il a 8 mois? Ah, mais si elle dort pas, c'est ta faute. Tu lui as bien changé la couche? T'as bien retourné les ailettes? Parce que tu vois, si elle a mal au ventre, c'est peut-être que t'as trop serré. Tu vois, c'est que des choses comme ça. C'est du commentaire et de la réflexion non sollicitée qui fait porter sur le dos des parents, maman, papa, un jugement. Et c'est vrai que je pense pour un couple homosexuel où tout est fait exactement pour la maman, quand tu as un bébé qui arrive, alors l'allaitement c'est comme ça, maman tu dois prendre soin de bébé comme ça, tu dois lui laver le cordon comme ça. C'est vrai que ça, à mon avis, ça doit être encore Moi, une autre histoire. Hein. je me souviens de faire venir SOS médecin un dimanche parce que ma fille a un petit cheveu qui entoure son gros Ouais. orteil et du coup, il faut lui couper. On fait venir un médecin. Moi, je ne suis pas là, mais mon compagnon. Et le médecin dit, mais vous êtes tout seul avec 2 enfants un dimanche, elle est où votre femme? Donc ça, premier truc. Je tiens de la première à l'école, la première fête des mères, la maîtresse qui m'appelle en disant, qu'est-ce qu'on dit à vos enfants? Paniquer, bah, de dire, bah, c'est la fête des mères, dites-leur que c'est la fête des mères. Mais oui, mais du coup, elles font le cadeau à qui? Non, mais on crée des problèmes et des tensions à des endroits où il y en a pas. Donc, Mais tu vois, alors, ça peut être une vraie question. comment? Ça peut être une vraie question.
Tu vois, donc je dis, bah, en fait, la fête des pères et la fête des mères, c'est la fête des parents, en gros. C'est ça. Bon, bah, voilà, donc ils font le cadeau à qui ils veulent. De toute façon, c'est quoi? C'est un truc, c'est un collier de nouilles moche ou un cendrier avec des paillettes. Je veux dire, c'est ce qu'ils font tous. Vous inquiétez pas. Mais tu vois, On sera pas vexés. moi, je trouve que ces choses en fait, on crée quand même des problématiques Ah oui. qui sont nécessaires à rien et qui nourrissent, je sais pas, des réflexions. Le nombre de dîners que je fais avec des amis où les copines elles me disent ah là là j'aimerais tellement que mon mari il fasse ça, je dis mais ne lui laisse pas le choix en fait. C'est clair. Tu vois, Ah, mais ça, c'est ou clair. des potes à moi qui me disent ah ouais t'as dû quand même galérer sur les premières rougeurs sur ta fille parce que nous on lui met de la crème parce qu'elle est un peu irritée au niveau du sexe. Et de dire à mon pote bah So pourquoi what? tu es gêné en fait. Mm. C'est juste c'est un geste médical pour pas que ce... Mais tu vois, tout ça, cette espèce de tradition judéo-chrétienne qu'on nous met dans la gueule de la femme doit savoir naturellement tout gérer, machin truc, le papa, lui, est là pour faire en sorte que la famille ait un joli confort, etc. Mais pas du tout. Et ce que je voulais rajouter par rapport à ce que tu disais sur le postpartum, c'est drôle parce qu'Alessandra Sublet vient d'écrire un film sur le postpartum parce qu'elle en a fait un livre. Mhm. Elle explique à quel point elle a été extrêmement mal. Et du coup, j'ai lu l'histoire qu'elle a racontée. J'ai trouvé ça formidable parce que j'ai appris plein de choses que je ne connaissais pas. Oui, Parce c'est clair. qu'encore une fois, on nous dit pas que les femmes, que c'est dur derrière, quoi. Et non, non, il faut qu'elles enchaînent directement, qu'elles soient souriantes et heureuses. C'est ça, c'est ça. Tu as une chute d'hormones, tu as un chamboulement d'une vie, tu reconnais plus ton corps, tu ne dors plus. Moi, ça va faire 8 mois que je dors pas absolument toutes les nuits. Et en fait, tu vas, en tout cas dans mon cas, tu vois, ma première fille, j'ai accouché la veille du confinement, du premier confinement. Et donc j'avais l'impression, alors en plus de plus me reconnaître, d'être fatiguée, d'avoir une chute d'hormones, d'avoir une montée de lait, parce que moi j'ai allaité mes 2 filles et j'allaite encore la deuxième, tu vois. L'allaitement, c'est aussi, pour moi, ça a été plus dur que l'accouchement, tu vois. Et en fait, tout ça, on nous en parle pas. C'est aussi pour ça qu'on fait des podcasts, tu vois, pour aider, pour montrer que on n'est pas tout seul à vivre ce genre de choses et que c'est pas des tabous. Ça fait partie de la vie et il faut le vivre au mieux. Et si on peut s'entraider autour de ça, c'est encore mieux. Mais tu vois, le postpartum, c'est un chamboulement de vie. Ça dure. J'ai lu quelque part que le postpartum durait 3 ans. Mais là, je me rends compte qu'effectivement, ça dure 3 ans. Et en fait, on ne peut pas forcément attendre, en tout cas, d'une jeune maman, qu'elle soit au top de sa forme, qu'elle reprenne une activité physique. Si elle n'en a pas envie, il faut l'accepter, tu vois, qu'elle soit au top tout le temps. Attends, moi, quand je suis arrivée au travail la première fois, on m'a dit t'as fait quoi, tu sors de soirée? Bah non, en fait, j'ai juste pas dormi. Bah ouais. Mais je sais parce que mes enfants, ils ont pas dormi jusqu'à l'âge de 3 ans, les Ah deux. ouais, c'est dur ça. Non, mais c'est dur. Les premières années, on se réveillait entre 2 et 4 fois par nuit. Ouais. Donc, j'avais l'impression de vivre sur un voilier, de devoir me réveiller toutes les 20 minutes. Ah, mais c'est ça. Mais on les aime, donc voilà. Mais non, non, mais c'est bien que tu fasses ce podcast. Moi, je trouve ça super. Et puis, j'ai envie de dire à toutes ces femmes, en fait, dites-vous que tout est normal, en fait. Et que déjà, le fait de vous dire que tout est normal, ça va retirer 70% d'angoisse. Et j'ai envie de dire aux papas qui écoutent ce podcast, en fait, on a les mêmes droits et que les mamans. Et les mamans, en fait, c'est pas une punition. Donc, enfin, voilà, quoi. S'occuper d'un enfant, parler des règles et au-delà de ça, de parler de la sexualité aussi pour qu'ils puissent savoir ce qui est bien ou de ce qui ne doit pas, de ce qui Du ne doit pas consentement, par exemple. consentement, que qu'un petit garçon à 6 ans montre son zizi à un autre garçon de 6 ans, c'est normal. C'est pas du tout parce que des fois j'ai eu des questions de est-ce que mon fils est homosexuel, il a montré son zizi à son copain. Bah non, en fait, ils sont en train de découvrir qu'ils ont juste un zizi, que ce zizi sert à faire plusieurs choses. Et du coup, ils regardent comment il est fait. Ça s'appelle de la curiosité, ce qui est tout à fait normal. Donc, n'ayez crainte. Il n'y a pas de perversion, il n'y a pas de... Mais c'est vrai, et c'est pour ça que j'ai accepté de participer à ton podcast, parce que je me suis dit, mais quelle intelligence de faire ça. Tu vois, je me dis, parce que ça, c'est quelque chose que les garçons et les filles peuvent écouter en toute intimité et avoir des réponses sur des choses qui peuvent générer des fantasmes. C'est Et c'est clair. pour ça Ouais. que c'est vraiment super ce que tu fais. Ah, bah, Parce que merci.
Merci. En tout cas, enfin nous on est ravis de t'avoir eu sur ce podcast. Alors il y a une question que je t'ai pas posée, je vais en profiter de t'avoir en podcast avec nous. C'est est-ce que tu as déjà vu des protections hygiéniques en vrai? Et vers quoi tu vas retourner? Alors je serais ravie de t'envoyer des culottes menstruelles avec un petit livret d'apprentissage pour ta fille. Mais mis à part ça, est-ce que tu as déjà eu dans tes mains, est-ce que tu as déjà une idée de la protection hygiénique que tu vas proposer à ta fille quand elle aura ses règles? Alors, écoute, moi, j'ai d'abord été avec des femmes en couple jusqu'à 27 ans. Ouais, Donc, je vois tout à fait les protections qui existent. Moi, je sais que les copines avaient soit des tampons, soit des protections qu'elles mettaient dans le fond de leur slip en rabattant ouais. sur le côté les protections. Je dirais que moi, j'en suis resté là aujourd'hui. Mais tu les avais déjà vus. Oui, oui, je les avais déjà vus. Oui, oui. Oui, bah, comme tous les mecs, je me suis amusé à gonfler des tampons et à les jeter sur. Ah, bah, intéressant, parce que tu vois, mon mari n'avait jamais vu ni touché de tampons et serviettes hygiéniques. Ah ouais? Ouais. C'était vraiment, tu vois, genre, c'est tes histoires, tu les gardes de ton côté. Et puis quand j'ai commencé à lancer ce business autour des règles, il me dit, qu'est-ce que c'est ce truc? Qu'est-ce que tu es en train de faire, tu vois? On fait des jeux avec les tampons. Alors, c'est pas plus intelligent, hein, c'est voilà, on les mettait dans l'eau et après on se les jetait dessus, tu vois. C'était notre jeu. Et les serviettes hygiéniques, parce que plein de fois mes copines m'ont dit, tu peux m'en acheter et tu peux m'en apporter parce que c'était dans le placard et qu'elle était dans la salle de bain et qu'il y en avait plus. Donc, voilà. En fait, ça n'a jamais été problématique pour moi, ça. Enfin, tu vois, au lycée, j'étais entouré de 90%, c'était des meufs. Ouais. Donc, je participais à leurs discussions sans être concerné. Mais, enfin, tu vois. Oui, donc il n'y a pas de tabou en fait, donc ça c'est plutôt cool. Et c'est ce que tu disais un petit peu tout à l'heure, c'est les règles, ça fait partie de la vie, comme la sexualité, ça fait partie de la vie, donc autant en parler ouvertement pour aider finalement les enfants à trouver leur chemin un peu tout seul en expliquant ce qui est bien, ce qui est moins bien. Euh, Mais je ne saurais pas quoi conseiller à ma fille, tu vois. alors moi, si je peux te donner un petit conseil, c'est que chaque personne doit prendre la protection hygiénique qui lui convient le mieux. Mais en tout cas, il faut vraiment faire attention à la composition. Parce que je te donne un petit exemple. Moi, dans le cadre d'un bilan de fertilité, on s'est rendu compte que l'utilisation de tampons, qui était excessive de mon côté, puisque j'avais presque tout le temps mes règles, en fait, créait un taux de perturbateurs endocriniens dans mon corps qui était au-dessus de la moyenne. Et pourtant, je mange bio, je fais hyper attention, je mange pas transformé, etc. Surtout dans le cadre d'une PMA ou d'une conception bébé, je buvais pas d'alcool, enfin rien. Et en fait, j'avais beaucoup de perturbateurs endocriniens dans le sang, et c'était à cause des tampons. Donc, faire D'accord. attention des produits que tu choisis, toujours les prendre en coton bio, c'est quand même mieux. Après, la révolution, c'est la culotte menstruelle, bien évidemment, hein, on le sait tous. Il existe des choses un peu féminines sur les culottes Oui, menstruelles ou ouais, ouais. Alors nous, on a toute une gamme. Je t'enverrai un petit peu sur notre site, tu pourras regarder. Mais nous, on a toute une gamme qui est dédiée aux adolescents, avec des livrets premières règles, des pochettes, avec une petite licorne qui est brodée dessus. Donc c'est vraiment pour les ados, les petites filles qui sont réglées. Ça va du 10 ans jusqu'aux 16 ans. Et ensuite, on a vraiment de la lingerie du quotidien qui s'adapte à tous les jours du cycle. Donc en fait, tu vas avoir des culottes qui vont remplacer les protège-slips. Il y a 70% des femmes qui utilisent des protège-slips tous les jours. C'est monstrueux. Perte blanche, euh, règles, spotting, etc. Donc l'idée, c'est de vraiment proposer une protection qui soit la plus naturelle, la plus saine possible. Et donc là, on va faire de la dentelle, on va faire alors, toujours des dentelles en coton bio. On va avoir des formes un peu sympas avec des incurvés de broderie. On va avoir des modèles postpartum qui vont venir s'adapter au ventre. Alors quand je dis postpartum, mais ça va être aussi pour toutes celles qui ont des ballonnements, par exemple, tu vois, pendant leur règle, parce que le ventre peut gonfler avec les hormones qui évoluent. Tu vas avoir des ballonnements, donc le ventre qui peut gonfler. Voilà, vraiment un peu des modèles pour tout le monde, pour les flux très abondants. On va avoir des pyjamas aussi, en tout cas des cyclistes qui vont remplacer les pyjamas classiques avec une énorme protection. Ça, tu ne tâches plus tes draps. Donc vraiment, toute une catégorie de produits qui vont vraiment t'accompagner tous les jours du cycle. Et on va même faire du maillot de bain. Donc la Génial, nounou, elle pourra se baigner à la piscine avec son maillot de bain menstruel. génial. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner. Donc Elia, c'est ça, c'est des produits, mais c'est aussi tout un accompagnement autour de la santé, de prise en main de sa santé, de se dire, quand je vais chez le médecin, je suis déjà un petit peu renseignée sur ce que j'ai, ou en tout cas, je suis un petit peu renseignée sur les questions que je dois poser aux professionnels de la santé pour
pour qu'ils puissent bien m'accompagner sûr. au mieux. Donc voilà. Super. Bah écoute, Jarry, moi je suis ravie de t'avoir eu en podcast, ravie d'avoir eu ton témoignage euh, que je trouve vraiment déjà un très touchant et deux qui va à mon avis aider beaucoup de personnes, que ce soit des hétérosexuels, des homosexuels dans leur parcours de PMA, leur parcours de GPA, en tout cas leur parcours pour devenir parents. Et ça c'est le plus essentiel, c'est à mon avis de ne pas prendre en compte le jugement des autres, surtout quand il est néfaste en tout cas, parce que quand on veut devenir parent, la seule chose qui doit compter, c'est la réussite. Exactement. Non, mais c'est puis bravo à toi et je reviendrai vers toi dès que ma fille sera concernée par ces règles. Je lui dirai, attends, on va trouver le moyen le plus efficace et le plus adapté à ta personne. Mais en tout cas, vraiment, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. J'étais content de partager cette heure avec toi. Trop bien. Et puis, bah, peut-être pour un troisième, là. Alors nous, c'est un peu, nous, c'est le chemin était trop compliqué. Là, cette année, on est plus focus. On digère le déménagement, on digère les nuits, on se retrouve aussi parce que c'est un vrai sujet, ça aussi. Comment est-ce que la PMA impacte le couple. Donc là, on est plus dans cette démarche-là. Comment est-ce qu'on va kiffer la prochaine année? Et puis après, on verra. Ah, bon kiff. Ben, merci Jarry, à très bientôt et peut-être rendez-vous dans ton prochain spectacle ou à très vite. Et merci pour ton partage. Merci à toi, merci à vous.